Il y a 18 ans, le monde de Clara Marin s'est effondré comme un château de cartes emporté par une tempête. Sa petite Ella, son trésor, sa lumière, a été arrachée à la garderie où elle passait ses journées, brisant son cœur et volant la partie la plus précieuse de sa vie. Pendant des années, Clara a vécu dans l'ombre de cette perte, chaque jour un combat pour garder espoir. Mais un jour, alors qu'elle feuillette un magazine de mode dans la bibliothèque où elle travaille, elle découvre quelque chose qui la fige sur place, un détail qui rallume une étincelle qu'elle croyait éteinte à jamais. Clara Marin, 45 ans, se tient au cœur de la bibliothèque publique d'Asheville, entourée d'étagères imposantes qui semblent veiller sur elle comme de vieux gardiens silencieux. L'odeur familière du papier ancien et de la colle de reliure flotte dans l'air, un parfum qui depuis 20 ans est devenu son refuge. Ses cheveux châtain clair, autrefois éclatants, sont désormais striés de fils argentés, mais ses mains bougent avec une précision méthodique, replaçant chaque livre à sa place exacte. La bibliothèque est plus qu'un lieu de travail, c'est un sanctuaire, un endroit où elle peut échapper, ne serait-ce qu'un instant au poids écrasant de son passé. Ce jour-là, alors qu'elle glisse un exemplaire usé de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur sur une étagère, un mouvement près de l'entrée attire son attention. Une jeune mère, peut-être dans la fin de la vingtaine, franchit la porte en jonglant avec un sac de course et la main d'une fillette d'environ 2 ans. La petite, avec ses couettes blondes qui dansent à chaque pas, déborde d'énergie, ses yeux pétillants de curiosité pour le monde qui l'entoure. Clara les observe, un sourire automatique se formant sur ses lèvres, mais son cœur se serre. Cette scène, si banale pour tant d'autres, est pour elle un rappel douloureux. « Excusez-moi », appelle la mère en s'approchant du comptoir de Clara, « pourriez-vous m'indiquer la section pour enfants ?» Clara, avec la chaleur qu'elle réserve aux visiteurs, répond « Bien sûr, c'est juste après cette arche, sur votre gauche. Nous avons reçu de nouveaux livres illustrés hier. » La mère la remercie et tire doucement la main de sa fille, mais la petite, prénommée Sophie, a d'autres idées. Ses doigts minuscules s'élancent vers une pile de marque-pages colorés sur le comptoir, en envoyant plusieurs au sol dans un tourbillon de papier. « Sophie, non, on ne touche pas !» gronde la mère, s'accroupissant pour ramasser les marque-pages éparpillés. Son visage rougit d'embarras. Clara rit doucement, balayant l'excuse d'un geste. « Ce n'est rien. Vraiment, c'est fait pour attirer l'attention. » Sophie, indifférente à la réprimande, lève les yeux vers Clara et lui offre un sourire éclatant, dévoilant une rangée de petites dents. Ce sourire, si libre, si plein de vie, frappe Clara comme un coup de poignard. Il est identique à celui d'Ella, sa fille, lorsqu'elle avait 7 ans. Un sourire qui semblait promettre que le monde entier était une aventure à découvrir. Alors que la mère et sa fille disparaissent dans la section pour enfants, le sourire de Clara s'efface, remplacé par une douleur familière. 18 ans ont passé, mais des moments comme celui-ci la ramènent inexorablement à ce jour maudit. Elle revoit tout avec une clarté brutale, l'appel manqué alors qu'elle rangeait des livres dans la réserve au sous-sol de la bibliothèque, son téléphone oublié dans son sac, les 3 messages vocaux de la garderie Little Acorn, qu'elle n'a écoutés qu'après coup, chacun plus urgent que le précédent. Et puis, l'arrivée à la garderie pour récupérer Ella, seulement pour trouver des voitures de police alignées devant, leurs gyrophares, projetant des ombres rouges et bleues sur les balançoires du terrain de jeu. « Il doit y avoir une erreur », avait-elle dit à l'officier qui s'était avancé vers elle, son badge brillant sous le soleil déclinant. « Je suis juste là pour récupérer ma fille et la marine. » Mais il n'y avait pas d'erreur. La main lourde de l'officier sur son épaule, son ton doux mais ferme lorsqu'il lui avait demandé de le suivre à l'intérieur. Tout cela avait marqué le début d'un cauchemar. Plus tard, les images de vidéosurveillance lui avaient révélé la vérité. Maurice P., une employée de confiance de la garderie, prenait Ella par la main, la conduisait jusqu'à la grille du terrain de jeu, jetait un regard prudent autour d'elle, puis faisait monter l'enfant dans une voiture qui attendait. La vidéo s'arrêtait là, et avec elle, la piste d'Ella. Les mois qui ont suivi ont été une tempête de recherche, d'appels désespérés, de nuits sans sommeil. Clara et son mari, David, ont tout donné pour retrouver leur fille, mais la douleur a fissuré leur mariage. Incapable de vivre dans une maison où chaque coin rappelait Ella, son rire, ses jouets, son petit lit vide, David a déménagé avant la fin de l'année. Clara, elle, est restée à H. Partir aurait signifié abandonner l'espoir qu'Ella puisse un jour revenir, qu'un indice, une percée, puisse surgir. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. 2 semaines après l'enlèvement,
La police a retrouvé le corps de Maurice Pledgey, pendu à un arbre dans la forêt nationale de Pisgah. Suicide, ont-ils conclu? Culpabilité ont-ils supposé? Peut-être après avoir vendu l'enfant à des trafiquants. Mais elle a resté introuvable. L'enquête s'est essoufflée, les pistes se sont éteintes, et l'affaire est devenue l'une de ces tragédies qui hantent les petites villes, évoquées à voix basse par les habitants. Clara, elle, n'a jamais cessé de se battre. La tache de naissance distinctive d'Ella, une marque violette en forme de lotus autour de son œil gauche, était devenue son étendard. Elle figurait sur chaque avis de disparition, chaque article de journal, chaque affiche que Clara clouait sur les poteaux téléphoniques, jusqu'à ce que le vent et la pluie les réduisent en lambeaux. Clara, la voix de Sarah, sa collègue et amie depuis 15 ans, la tire de ses pensées. Clara cligne des yeux, réalisant qu'elle fixe une étagère vide, depuis plusieurs minutes. « Ça va? Tu sembles ailleurs. » Clara force un sourire. « Oui, juste un souvenir. » Sarah, qui connaît l'histoire, pose une main douce sur son bras. « Va dans l'arrière-salle, les nouvelles livraisons sont arrivées. Je m'occupe du comptoir. » Clara acquiesce, reconnaissante pour cette petite attention. Après tant d'années, la gentillesse des autres la touche encore. Dans l'arrière-salle, des cartons s'empilent près du bureau de réception. Clara attrape un cutter et commence à ouvrir le premier colis, son esprit s'apaisant dans la routine. À l'intérieur, les abonnements mensuels de la bibliothèque, d'Atlantic, National Geographic, et une pile de magazines de mode, étonnamment populaires auprès des habitués. Elle soulève la pile pour les enregistrer, mais son geste s'arrête net. Sur la couverture du dernier Vogue, une jeune femme la fixe, ses yeux perçants encadrés par une tache de naissance violette en forme de lotus autour de l'œil gauche. Le décor est une ferme baignée de soleil. La femme porte une blouse rouge décolletée, un foulard à motifs noué sur la tête, et un jean usé. Elle ne ressemble pas à un mannequin classique, mais son regard est magnétique. Le titre proclame « La nouvelle élégance ». Clara vacille, ses genoux flanchent. Elle s'agrippe au bord du bureau, un son entre le hoquet et le sanglot s'échappant de ses lèvres. Ce visage plus mature, avec des pommettes hautes et une mâchoire définie, n'est pas celui de la petite Ella. Mais cette tache de naissance, Clara la reconnaîtrait entre mille. Elle l'a tracée du bout des doigts en berçant Ella, pour l'endormir, décrite à des officiers, à des dessinateurs, à des inconnus dans la rue. Pendant 18 ans, elle a été son phare dans l'obscurité. Avec des mains tremblantes, Clara ouvre le magazine, les pages craquant sous ses doigts. Elle trouve l'article à la page 32, intitulé « Une ode visuelle aux mains et au cœur qui font pousser la mairie ». Les photos sont saisissantes, des instantanés authentiques de la vie rurale, loin du glamour artificiel des magazines de mode. Et là, elle est de nouveau, la jeune femme, dans une image pleine page, regarde par-dessus son épaule, capturée dans un moment de pause. Elle travaille, un panier de légumes à ses pieds, le soleil illuminant ses cheveux châtain clair, où des mèches dorées rappellent celle de Clara. En profil, la tache de naissance est innesticable. La légende indique Amy Wells, d'antan, à la ferme Kessler, en Appalachie rurale. Amy Wells, pas Ella Marno. Mais l'âge correspond, Ella aurait 20 ans aujourd'hui, enlevée à presque 2 ans. Clara lit l'interview avec avidité. « Comment vous appelez-vous » demande le journaliste. « Amy Wells, madame » répond la jeune femme. « Pourquoi ne portez-vous pas de maquillage » ? J'avais pas le temps, je portais du foin avant que vous arriviez. Vos yeux, ils ont quelque chose de rare. Les mots sont simples, mais ils résonnent en Clara comme un écho du passé. À la fin de l'article, un nom, photographie par Laia Dalton. Clara jette un coup d'œil à l'horloge. 14h15. Elle sort son téléphone et cherche le numéro de l'inspecteur Gary Holden, qui a dirigé l'enquête sur la disparition d'Ella il y a tant d'années. L'appel bascule directement sur la messagerie. La voix enregistrée de Gary lui demande de laisser un message, mais Clara raccroche. Cette découverte est trop tentante, trop urgente pour être résumée en quelques mots. Elle attrape son sac, le magazine serré contre sa poitrine, et se précipite vers le comptoir, où Sarah aide un client âgé. « Sarah, je dois partir tout de suite », dit Clara, sa voix tremblante, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle peine à contenir. Elle montre la couverture du magazine. « Je crois que j'ai trouvé Ella. » Sarah, abasourdie, porte une main à sa bouche, reconnaissant immédiatement la tache de naissance. Tout le personnel de la bibliothèque connaît l'histoire d'Ella. Beaucoup ont aidé à distribuer des affiches dans les premières années. « Va », dit Sarah sans hésiter, « on couvre ton poste. »
As-tu besoin que quelqu'un t'accompagne? Clara secoue la tête. Non, je dois aller au commissariat leur montrer ça. Elle est déjà à la porte, le magazine toujours en main, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Tiens-nous au courant, crie Sarah, et Clara, bonne chance. Les autres employés, alertés par l'agitation, lèvent les yeux. Marty, du rayon référence, et Diane de la circulation s'approchent. Lorsqu'ils voient la couverture, une vague de soutien et d'espoir accompagne Clara jusqu'à la sortie. Dans le parking, Clara s'installe dans sa vieille Honda Civic, posant le magazine sur le siège passager comme un talisman. Elle ferme les yeux un instant, les mains crispées sur le volant, forçant son souffle à ralentir. 18 ans de fausses pistes, de déception, l'ont rendue prudente, mais cette tache de naissance, si unique, si parfaitement identique à celle d'Ella, ne peut pas être une coïncidence. Elle démarre et prend la direction du commissariat. À son arrivée, elle s'adresse à l'officier à l'accueil, son ton ferme malgré l'émotion. « Je dois voir l'inspecteur Gary Holden. C'est urgent. » Elle montre le magazine, expliquant brièvement. L'officier confirme que Holden est là et lui demande d'attendre. Quelques minutes plus tard, on la conduit dans un bureau où Gary, vieilli par les années, l'accueille. Ses cheveux sont désormais complètement gris, son visage marqué par des rides profondes, mais ses yeux conservent la même détermination qu'autrefois. « Clara, dit-il en se levant, ça faisait longtemps. » Sans préambule, elle pose le magazine sur son bureau ouvert à la couverture. « J'ai trouvé quelque chose, Gary. Je crois que j'ai trouvé Ella. » Elle désigne la tache de naissance, puis lui raconte tout, la découverte du magazine, la ressemblance frappante, l'âge qui correspond. Gary examine la photo, puis sort un dossier poussiéreux contenant les images d'Ella enfant. Il compare les deux, son expression s'assombrissant. « La tache est identique, » murmure-t-il. Il contacte immédiatement l'agence du magazine, mettant l'appel sur haut-parleur, pour que Clara puisse entendre. Une représentante explique que Laia Dalton, la photographe, a visité des fermes reculées en Appalachie pour ce numéro. Elle a capturé des moments authentiques, avec des fermiers, pas des mannequins. La ferme Kessler était l'un des lieux. Amy Wells était une travailleuse occasionnelle, pas une professionnelle. Sa tâche de naissance a séduit Laia. Clara retient son souffle, les larmes menaçant de couler. Gary demande des détails précis sur l'emplacement. La représentante indique que la ferme Kessler se trouve à environ 10 miles au nord d'une autre ferme, sans point exact sur une carte. « C'est assez pour ouvrir l'enquête, » dit Gary après avoir raccroché. « Je vais réunir une équipe pour visiter la ferme Kessler. » Immédiatement, Clara se lève, son regard déterminé. « Je viens avec eux. » Gary hésite, ses années d'expérience le rendant prudent. Clara, dans ce genre de cas, il vaut mieux. « Je viens, Gary. » interrompt-elle, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « J'ai attendu 18 ans. Je ne vais pas attendre une minute de plus. » Après un moment, Gary acquiesce. « D'accord, mais j'ai une audience au tribunal cet après-midi. Je ne pourrai pas venir. Mes meilleurs officiers t'accompagneront, et je vous rejoindrai demain. » 30 minutes plus tard, Clara se retrouve dans sa voiture suivant une voiture de patrouille, où se trouvent les officiers Bennett et Martinez. Dans son coffre, elle a gardé des affaires d'Ella, un doudou, une petite robe, des photos, des reliques qu'elle n'a jamais pu se résoudre à jeter. Le trajet de 2 heures vers la campagne est une épreuve. Chaque kilomètre alimente un tourbillon d'émotions. L'espoir de revoir sa fille, la peur qu'Amy ne la reconnaisse pas, ou pire qu'elle ne soit pas Ella. Le soleil d'automne brille haut dans le ciel lorsqu'ils approchent de la ferme Kessler. La propriété est impressionnante, une grande maison avec un porche spacieux, des granges bien entretenues, des champs s'étendant à perte de vue, et un verger sur la colline. Ce n'est pas une ferme familiale en difficulté, mais une exploitation prospère. Clara gare sa voiture derrière la patrouille, son cœur battant à tout rompre. Un couple d'âge mûr, John et Myriam Kessler, sort de la maison. John grand et buriné par des décennies de travail au soleil, toise les officiers. Myriam petite, les cheveux gris tirés en chignon, semble méfiante. Les officiers se présentent, montrant leur badge. « Monsieur et Madame Kessler ?» demande Bennett. « C'est exact, » répond John. « Je suis John, et voici ma femme, Myriam. » Que nous vaut la visite de la police? Bennett fait un geste vers Clara. « Voici Madame Clara Marin. Elle a des raisons de croire qu'une jeune femme photographiée sur votre propriété pourrait être sa fille, disparue il y a 18 ans. » Les Kessler échangent un regard rapide,
difficile à déchiffrer. Vous devez parler des gens du magazine, dit Myriam avec prudence. Ils étaient ici il y a quelques semaines pour un shooting de mode. Nous cherchons une jeune femme nommée Amy Wells, précise Martinez. John secoue la tête. Amy ne travaille pas pour nous de manière permanente. Elle aidait ce jour-là. Nous partageons la main-d'œuvre avec d'autres fermes. Un arrangement local. Elle venait de la ferme de Rowan. Clara, incapable de se contenir, s'avance. Ma fille avait une tache de naissance distinctive autour de l'œil gauche, en forme de lotus, exactement comme la femme sur ses photos. Elle sort une photo d'Ella enfant, la tendant à Myriam. Myriam examine l'image, son expression s'adoucissant. Je suis vraiment désolé pour votre fille, Madame Marin. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. La tâche est similaire, je vous l'accorde, mais Amy n'était ici que pour la journée. Nous ne l'avons pas revue depuis. John griffonne un numéro sur un bout de papier. C'est celui de Rowan. Il fournit des journaliers. Il vit quelque part dans les montagnes, un endroit isolé. Je n'ai jamais vu sa ferme. Les officiers demandent à inspecter la propriété. Les Kessler hésitent, mais John finit par acquiescer, bien que son ton trahisse une réticence. Faites comme chez vous, mais je ne vois pas ce que vous espérez trouver. Pendant que Bennett et Martinez explorent les lieux, Clara reste près de la maison, observant les Kessler. Quelque chose dans leur attitude la dérange, une précision dans leurs mots, une tension dans leur posture, comme s'ils pesaient chaque phrase. Myriam croise son regard et offre un sourire crispé. « Voulez-vous de l'eau ou du thé, Madame Marin? C'est un long trajet depuis H. » Clara décline poliment, mais pose une question. Quand Amy était ici, a-t-elle parlé de sa famille, de son enfance? Myriam secoue la tête. Pas vraiment. Elle était discrète, concentrée sur son travail. Une bonne travailleuse. Cela dit, John approuve. Les gosses de la ferme sont comme ça, élevés avec une solide éthique de travail. 20 minutes plus tard, les officiers reviennent, leur expression neutre. Tout semble en ordre, dit Martinez. Merci de votre coopération. De retour au véhicule, Bennett appelle le commissariat pour vérifier le numéro de Rowan. Après plusieurs minutes, il raccroche, frustré. Rien, le numéro n'est enregistré nulle part, et il n'y a pas de service cellulaire associé dans la région. Si ce Rowan vit aussi isolé que les Kessler le disent, il est hors réseau. Clara sent son cœur se serrer. Et maintenant, Bennett soupire, sans emplacement précis, on ne peut pas sillonner les montagnes à l'aveugle. Je propose de rentrer à Asheville, de rassembler plus de ressources, et de reprendre demain matin. L'inspecteur Holden sera disponible. Clara veut protester, mais elle sait qu'ils ont raison. À contre-cœur, elle accepte. D'accord, mais je ne retourne pas à Asheville ce soir. Je vais trouver un motel ici, pour repartir tôt demain. Les officiers acquiescent. Clara s'installe dans sa voiture, jetant un dernier regard à la ferme. Kessler dans son rétroviseur. Quelque chose dans les réponses mesurées des Kessler la chiffre. Ils ont été polis, presque trop, mais il y avait une froideur, une prudence qui semblait déplacée. Alors qu'elle s'éloigne, le soleil décline, projetant de longues ombres sur le paysage rural. Après une vingtaine de minutes, elle repère un motel modeste, au bord de la route, son enseigne néon clignotant, Pine Ridge, motel, chambre libre. L'établissement est simple. Une rangée de chambres à un étage. Clara gare devant le bureau d'accueil, et entre, accueillie par une femme d'âge mûr aux cheveux teints, en rouge, des lunettes de lecture perchées sur le nez. La femme, plongée dans un roman écorné, lève les yeux. « Je peux vous aider? J'ai besoin d'une chambre pour la nuit, » répond Clara. Une personne, la femme, qui se présente comme Doai, la propriétaire, pousse une fiche d'inscription. 29 $, avec télé câblée et eau chaude. En remplissant le formulaire, Clara remarque un flyer sur le tableau d'affichage, vantant les attractions locales. Une image attire son attention, un bâtiment rustique, avec des guirlandes lumineuses, illuminant une terrasse en bois. « C'est quoi cet endroit ?» demande-t-elle. Doa jette un coup d'œil. « Oh, c'est Miller's Tavern, juste en face. Un endroit populaire par ici, bonne nourriture, musique live parfois. Ce soir, c'est leur soirée comédie. Ça attire du monde. » Clara hoche la tête, une idée germant dans son esprit. Beaucoup de locaux y vont. Doai acquiesce. Oh oui, surtout les soirs d'événements. Fermières, artisans, tout le monde se retrouve là. C'est à peu près le seul divertissement dans un rayon de 30 km. Clara sort le magazine et montre la couverture. Avez-vous déjà vu cette jeune femme? Elle pourrait s'appeler Amy Wells. Doai plisse les yeux, étudiant la photo.
puis secoue la tête. Non, désolé, jolie fille, et cette tache de naissance, c'est quelque chose, mais ça ne me dit rien. Clara insiste, et un homme nommé Rowan, il aurait une ferme dans les montagnes. Doyle fronce les sourcils, réfléchit, puis hausse les épaules. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de fermiers par ici. Essayez le taverne, c'est là que vous trouverez des réponses. Clara prend la clé, que Doyle lui tend, chambre à l'extrémité, près de la machine à glace, et se retire dans sa chambre. Après une douche rapide pour évacuer la tension, elle décide d'aller au taverne. Si les locaux s'y réunissent, quelqu'un pourrait connaître Amy ou Rowan. Elle attend le début de la soirée comédie, enfile une veste, et traverse la route. Miller's Tavern est exactement comme elle l'imaginait, un établissement rural, avec des murs en bois ornés d'outils agricoles anciens, et de trophées de chasse, des tables dépareillées, et un long bar courant le long d'un mur. L'air sent la friture, la bière, et une légère trace de fumée de cigarettes incrustée dans le bois. Malgré un soir de semaine, l'endroit est animé. Une petite scène au fond accueille un jeune comédien barbu, dont les blagues déclenchent des rires dans la foule. Clara se fraye un chemin jusqu'au bar, et s'installe sur un tabouret libre, scannant la salle. La plupart des clients sont absorbés par le spectacle, mais quelques groupes discutent autour de grandes tables en bois. Au bar, des habitués sirotent leur verre avec une aisance qui trahit leur routine. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demande une voix. Clara se tourne pour découvrir un barman, jeune, peut-être 23 ans, les cheveux noirs attachés en queue de cheval, un sourire amical illuminant son visage. « Juste un soda s'il vous plaît, » répond-elle. Il remplit un verre de glaçons et de soda, puis incline la tête. Première fois à Miller's, Clara hoche la tête. C'est si évident. Il rit. Petite ville, je connais presque tous les visages. Moi, c'est l'endroit de mon père, mais je le gère la plupart des soirs. Il tend la main, Clara la serre, se présentant. Clara Marin. Alors, Clara Marin, qu'est-ce qui vous amène dans notre coin perdu? Pas beaucoup de touristes à cette période. Clara hésite, puis opte pour l'honnêteté. Je cherche quelqu'un, ma fille. Elle a été enlevée à sa garderie il y a 18 ans, quand elle avait presque 2 ans. Les mots, même après tant d'années, lui écorchent la gorge. Le sourire de Brand s'efface, remplacé par une compassion sincère. C'est horrible. Je suis désolé. Clara poursuit, décrivant la tache de naissance d'Ella, et mentionnant la photo d'en vogue, prise à la ferme. Kassler. La jeune femme s'appelle Amy Way. Les Kassler disent qu'elle était journalière, envoyée par quelqu'un nommé Rowan. Brand se redresse légèrement, son expression changeant. Les Kassler, ils ne viennent pas souvent ici, ils restent entre eux. Puis après une pause, il ajoute, « Ma mère travaillait dans une garderie à Asheville. Elle est morte quand j'étais petit. » Clara sent un frisson. « Où à Asheville? Je ne sais plus exactement, » répond Brown. « J'étais gamin, mon père m'a élevé seul après ça. Il a construit cet endroit de rien. » Il fait un geste vague, vers le taverne. Clara pose la question, la gorge sèche. « Comment s'appelait ta mère? » Brown répond sans hésiter. « Maurice Plegler. » Le nom la frappe comme un coup de poing. Maurice Plegler, l'employé qui a enlevé Ella, celle dont le corps a été retrouvé dans la forêt. Clara lutte pour garder une expression neutre, son esprit s'emballant. Elle sort son téléphone et fait défiler un vieil article, avec une photo de Maurice. C'est elle. Brown regarde l'écran, puis Clara, incrédule. « Oui, mais, non, ça ne peut pas être vrai. Mon père disait qu'elle est morte à cause de dettes, tuée par un créancier, qui l'a pendue pour faire croire à un suicide. » Clara prend une inspiration. « Brown, je dois te dire quelque chose. Ta mère était l'employé qui a pris ma fille. Les caméras de la garderie l'ont filmée emmenant Ella vers une voiture. 2 semaines plus tard, son corps a été retrouvé. La police a conclu à un suicide, pensant qu'elle avait vendu Ella par culpabilité. » Brown s'appuie contre le bar, blême, secouant la tête. « Non, c'est impossible. Ma mère était une bonne personne. » Clara insiste doucement. « Je suis sûr, Brown. J'ai vu les images des centaines de fois. » Il passe une main sur son visage, bouleversé, puis appelle un autre barman. Joik prend la relève. Il fait signe à Clara de le suivre dans un coin plus calme du taverne. Assis à une table vide, il murmure. « Mon père m'a dit que ma mère est morte à cause de dettes de jeu. Il devait de l'argent à un homme, et quand elle a essayé de rembourser, il l'a tué et a maquillé ça en suicide. » Clara sent son pouls s'accélérer. « Ton père a-t-il parlé d'une enfant, de ce qui lui est arrivé? » Brown secoue la tête. « Jamais. J'avais 5 ans quand elle est morte. Il n'en parlait pas. C'était trop douloureux.
Ses yeux s'écarquillent soudain. Tu penses que ma mère a pris ta fille pour payer les dettes de mon père? Clara hoche la tête. C'était l'hypothèse de la police, mais ils n'ont jamais retrouvé elle. Bran reste silencieux, digérant la révélation. Enfin, il dit, « Je suis tellement désolé pour ce que ma famille t'a fait. Je n'en avais aucune idée. » Il lève les yeux, déterminé. « Mais tu penses que ta fille est ici? C'est Amy? » Clara acquiesce. La tache de naissance est identique, en forme de lotus. Et elle a le bon âge. Les Kessler ont mentionné un Rowan. Bran murmure, presque pour lui-même. « Rowan, c'est le nom de mon père. » Clara le fixe, abasourdie. « Ton père est Rowan Pledger ?» Bran hoche la tête, montrant un contact sur son téléphone. Le numéro ne correspond pas à celui donné par les Kessler. Ils ont menti, souffle Clara. Ils ont dit ne pas savoir où vivait Rowan, qu'il était dans les montagnes. Bran explique. Mon père ne vit pas au Taverne. Il a une petite ferme à 20 minutes d'ici, rien à voir avec celle des Kessler. Il hésite, son visage marqué par le conflit. Je ne le vois plus beaucoup. Il a des problèmes de jeu. Mais je pense qu'il est temps que je lui rende visite. Et tu devrais venir. Clara sent une vague d'espoir, mêlée d'appréhension. Tu ferais ça, même après ce que je te dis sur ta mère? Bran répond fermement. Surtout à cause de ça. Si ma famille est impliquée, je dois réparer. Il consulte sa montre. Il n'est pas trop tard. On peut y aller maintenant. Clara, nerveuse mais résolue, acquiesce. Je te suis dans ma voiture. J'ai des affaires d'Ella dans le coffre. Des photos, des objets. Ça pourrait aider. Bran informe son collègue, et ils partent. La nuit est tombée, la lune projetant une lueur argentée sur la campagne. Clara suit le pick-up de Bran sur des routes sinueuses, ses phares captant parfois les yeux brillants d'animaux sauvages. Pendant un tronçon droit, elle envoie un texto rapide à l'inspecteur Oden, indiquant qu'elle se rapproche d'un indice et partageant sa localisation, au cas où le réseau serait capricieux. Après 20 minutes, Bran ralentit, tournant sur un chemin de terre marqué par une boîte aux lettres usée. Clara suit, sa voiture tressautant sur le sol inégal. Ils aperçoivent une voiture, une berline ancienne, quitter l'allée d'une ferme. Bran accélère légèrement, reconnaissant le véhicule de son père. Les routes deviennent plus étroites, les bois plus denses. Clara conduit prudemment, contrairement à Rowan, qui semble pressé. Enfin, la berline s'arrête dans une clairière. Clara suit Bran, découvrant une ferme modeste, une maison simple, un jardin éclairé par la lune, et une pâture avec quelques chèvres. Rowan Pledger, grand, les cheveux noirs striés de gris, sort de sa voiture, la portière encore ouverte. « Bran, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il sa voix rauque. « Et cette femme, c'est qui ?» Bran s'avance tendu. « C'est Clara Marin, papa. Elle cherche sa fille, enlevée il y a 18 ans, par maman. » Rowan fronce les sourcils feignant la confusion. « De quoi tu parles? Ta mère n'a jamais enlevé personne. »« Si, papa, » insiste Bran, la voix tremblante. Clara a des preuves. Les caméras de la garderie ont filmé maman emmenant sa fille. Et là, Rowan secoue la tête, mais avant qu'il puisse répondre, la porte de la maison s'ouvre. Une jeune femme apparaît sur le porche. « Rowan, que se passe-t-il? Pourquoi tu n'entres pas ?» Dans l'obscurité, Clara ne distingue que sa silhouette élancée, mais son cœur s'emballe. Rowan s'interpose rapidement. « Rien d'important, juste des visiteurs. Retourne à l'intérieur. » La jeune femme hésite, curieuse. Clara murmure. « Est-ce Amy? Amy Wells ?» Le visage de Rowan s'assombrit. « Vous devez partir, tous les deux, maintenant. » Mais la jeune femme descend les marches, s'approche. À la lueur des phares et du porche, Clara voit enfin son visage, et la tache de naissance, en forme de lotus autour de son œil gauche. « Mon Dieu !» souffle Clara, ses jambes vacillant. Amy, confuse, demande « Qui êtes-vous ?» Clara fait un pas, retenant l'envie de la serrer dans ses bras. « Je m'appelle Clara Marin. Je crois que tu es ma fille. » Amy la dévisage, incrédule. « Quoi? C'est impossible. Mes parents sont John et Myriam Kessler. » Rowan s'interpose. Cette femme n'a aucune preuve. Elle fait des accusations absurdes. Mais Bran examine murmurant. La tâche, c'est exactement comme Clara l'a décrite. Amy touche sa marque, perplexe. Qu'est-ce que ma tâche a à voir là-dedans? Clara sort son téléphone,
ouvre un album de photos d'Ella enfant, et le tend à Amy. C'est ma fille, Ella. Elle a été enlevée il y a 18 ans. Elle avait cet âge de naissance. Amy regarde les photos, ses yeux s'écarquillant. Ça n'a aucun sens. J'ai grandi à la ferme Kessler. J'ai toujours vécu avec John et Myriam. Clara explique doucement. Les Kessler m'ont dit que tu étais une journalière, envoyée par Rowan. Ils ont prétendu à peine te connaître. Amy se tourne vers Rowan, le regard dur. Ils ont menti? Rowan jure à voix basse. Ces idiots de Kessler. Bran le presse. Papa, qu'est-ce qui se passe? Que sais-tu? Rowan semble s'effondrer sous le poids des regards. C'est compliqué. Les Kessler m'ont demandé de garder Amy ici quelques semaines. Ils disaient que quelqu'un de dangereux la cherchait, à cause de dettes, qu'ils ne pouvaient pas payer. Des dettes, répète Amy, confuse. La ferme va bien, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Bran ricane. Et tu les as crus, papa, après ce qui est arrivé à maman? Amy, perdue, demande. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Clara s'avance. La mère de Bran, Maurice Pledger, travaillait à la garderie Little Acorn. C'est elle qui t'a enlevé, Amy. Tu étais trop jeune pour t'en souvenir. Pas encore 2 ans. Amy vacille, s'appuyant contre la rambarde du porche. Pourquoi m'enlever? Bran fixe son père. Papa avait des dettes de jeu. La police pensait que maman t'avait enlevé pour les rembourser, puis que les créanciers l'avaient tué maquillant ça en suicide. Rowan soupire. Les Kessler voulaient un enfant. Ils ne pouvaient pas adopter à cause du passé de John. Alors ils t'ont acheté, Amy. Aux mêmes gens qui ont tué Maurice. Amy se fige, les bras croisés comme pour se protéger. Donc tout ce que je croyais savoir sur moi est un 5. C'est insensé, dit Amy, la colère montant dans sa voix. Tout le monde ment sur tout. Avant que la situation ne s'envenime, des sirènes déchirent la nuit, se rapprochant rapidement. Rowan panique. Quelqu'un a appelé la police. Amy sort son téléphone, montrant l'écran. C'est moi. J'ai appelé quand j'ai entendu vos disputes. Je veux la vérité. Toute la vérité. Les gyrophares illuminent la cour alors que plusieurs officiers approchent. Clara reconnaît certains d'entre eux, mais Bennett et Martinez ne sont pas là. Que se passe-t-il ici? Demande un officier, la main sur son holster. Amy s'avance. Je m'appelle Amy Wells. Du moins c'est ce qu'on m'a dit. Cette femme, elle désigne Clara, dit que je suis sa fille, enlevée il y a 18 ans. L'officier écarquille les yeux. Vous êtes la disparue d'Asheville, celle avec la tache de naissance. Amy hoche la tête, touchant instinctivement sa marque. Clara s'avance et signale l'implication des Kessler, expliquant leurs mensonges. L'officier appelle des renforts pour appréhender les Kessler. Nous devons tous aller au commissariat pour clarifier cela, dit-il. Ils sont escortés dans des véhicules séparés. Clara croise le regard d'Amy, voyant un mélange de peur, de détermination et d'espoir. Au commissariat, Clara est conduite dans une salle d'interrogatoire, une pièce austère, avec une table, 3 chaises et une caméra. Un officier lui offre de l'eau et l'informe que l'inspecteur Oden est en route, à 1 heure de là. Elle raconte tout, le magazine, la ferme Kessler, la rencontre avec Bran, la confrontation avec Rowan. L'officier prend des notes, posant quelques questions, mais la laissant parler. Après son témoignage, elle attend seule, le tic-tac de l'horloge résonnant dans le silence. 45 minutes plus tard, un autre officier entre, plus formel. Madame Maran, nous avons des nouvelles. Les interrogatoires des Kessler et de Pledger confirment qu'Amy Wells est très probablement votre fille. Et la Maran. Clara sent son cœur bondir. L'officier poursuit. Les Kessler ont admis avoir acheté un bébé il y a 18 ans via des intérêts. Ils soupçonnaient que c'était illégal. C'est pourquoi ils ont isolé Amy, limitant ses contacts extérieurs. Clara secoue la tête. Amère, ils lui ont volé sa vie, son identité. L'officier acquiesce. Ils feront face à des accusations. Quant à Rowan Pledger, il coopère, fournissant des informations sur le réseau de trafic auquel sa femme était liée. Nous réexaminons également la mort de Maurice, qui pourrait être un meurtre. Clara demande, et Amy, que se passe-t-il maintenant? L'officier adoucit son ton. Elle est adulte, Madame Maran. Elle peut décider où aller, et avec qui rester, mais elle a exprimé le souhait de vous parler. Clara sent l'espoir renaître. Puis-je la voir? Elle est encore interrogée. Mais bientôt oui, l'inspecteur Oden arrive et prendra la relève. L'officier se lève, et Clara le remercie avant qu'il ne parte. Elle s'installe dans une salle d'attente,
un gobelet de café tiède entre les mains. Plus pour se réconforter que pour boire. Ses yeux restent fixés sur la porte du couloir. Attendant Amy. Quand la porte s'ouvre enfin, Clara retient son souffle. Amy apparaît, droite malgré une fatigue évidente. Elle hésite, puis s'assied à côté de Clara. Pendant un long moment, elle reste silencieuse. 18 ans d'absence pesant entre elles. Enfin Amy parle. Sa voix étonnamment stable. Je n'ai jamais imaginé être dans un commissariat à minuit, découvrant que toute ma vie est un mensonge. Clara répond doucement. Je n'ai jamais pensé te retrouver. Après toutes ces années, je commençais à croire que c'était impossible. Amy se tourne, étudiant son visage. Ils inculpent John et Myriam pour enlèvement, falsification de documents et obstruction à la justice. Clara pose une main sur la sienne. Je suis désolé. Je sais qu'ils t'ont élevé, qu'ils ont pris soin de toi. Amy hoche la tête. Ils l'ont fait, mais ils m'ont aussi isolé, contrôlant qui je pouvais voir, où je pouvais aller. Ils disaient que c'était pour ma protection, que le monde extérieur était dangereux. Un sourire amer traverse son visage. Maintenant je comprends pourquoi. Clara hésite, puis pose la question qui la hante. Comment as-tu fini dans ce magazine? S'ils étaient si prudents. Amy sourit légèrement. Un accident. La photographe Laïa s'est perdue et a atterri sur notre ferme. J'étais dans les champs. Elle a dit que ma tâche de naissance était unique, photogénique. John et Myriam étaient furieux. Mais c'était trop tard. Les photos étaient déjà prévues pour publication. Clara sourit. Je suis contente qu'elle se soit perdue. Cette tâche, c'est comme ça que je t'ai reconnu. Amy touche sa marque. Pensive. Les Kessler me faisaient sentir qu'elle était honteuse. À cacher. Clara secoue la tête. Elle est magnifique. Ton père, ton vrai père, David, l'appelait ton lotus. Il disait qu'elle te rendait spéciale. Amy lève les yeux, curieuse. Mon père, il est vivant? Clara acquiesce. Oui, nous avons divorcé quelques années après ta disparition. La perte était trop lourde. Il s'est remarié, vit dans le Colorado, mais il voudrait te rencontrer. Si tu le souhaites. Amy absorbe l'information, puis murmure. Toute ma vie, je me suis sentie différente, hors de place. Des choses en moi n'avaient pas de sens chez les Kessler. Ma façon de penser, ce qui m'attirait. Clara sourit doucement. Tu as la détermination de ton père, et sa gentillesse. Même tout petit, tu les montrais. Amy la regarde intensément. J'ai tellement de questions sur qui j'étais, qui je suis, sur ma vie d'avant. Je répondrai à tout ce que je peux. Promets Clara, nous avons le temps maintenant. La porte s'ouvre, et l'inspecteur Rodan entrait, fatigué, mais satisfait. Les Kessler sont en cours de mise en accusation, annonce-t-il. Rowan Pledger coopère pleinement, fournissant des détails sur un vaste réseau de trafic humain. Cela pourrait démanteler une des plus grandes opérations du Sud-Est. Amy demande, que va-t-il lui arriver? Odan répond, il fera face à des accusations, mais sa coopération pourrait atténuer sa peine. Il n'a pas directement participé aux enlèvements, ce qui jouera en sa faveur. La porte s'ouvre à nouveau. Ibran entrait, l'air solennel. Il me laisse partir, dit-il. Je ne suis impliqué dans rien de tout ça. Il se tourne vers Amy. Sincère. Je suis tellement désolé pour ce que ma famille t'a fait. Je n'en savais rien. Amy l'étudie, puis hoche la tête. Ce n'est pas ta faute. Tu étais enfant. Brown se tourne vers Clara. C'est étrange de penser que si je n'avais pas été au taverne ce soir, vous n'auriez peut-être pas fait le lien. Clara sourit. Peut-être que ce n'était pas juste le hasard. Peut-être que certaines choses sont destinées à arriver. Odan intervient. Nous aurons besoin de vous demain pour des déclarations supplémentaires. Mais vous êtes libre pour ce soir. Amy, as-tu un endroit où rester? Amy jette un regard incertain à Clara. Je ne veux pas retourner à la ferme. Pas encore, pas avant d'avoir digéré tout ça. Clara propose timidement. Tu pourrais rester au motel avec moi si tu veux. On peut prendre une autre chambre. Alors qu'elle se prépare à partir, les Kessler sont conduits menottés à travers la salle d'attente. Amy se raidit, et John et Myriam lèvent les yeux, leur visage marqué de honte. Clara serre la main d'Amy, lui offrant un ancrage silencieux. Brown s'approche une dernière fois. C'est étrange, dit-il à Amy. Nos vies ont été façonnées par ce qui s'est passé il y a 18 ans, et aucun de nous ne le savait jusqu'à aujourd'hui. Dans cet instant, quelque chose change dans l'expression d'Amy. Une acceptation fragile. Peut-être le premier fil d'une confiance naissante. Clara demande doucement. Puis-je t'enlacer? Amy hésite, puis ouvre les bras. Clara la serre contre elle,
étreignant non seulement la petite fille qu'elle a perdue, mais la femme qu'Amy est devenue, forte, indépendante, et pourtant, d'une certaine manière, toujours sa fille. Contre toute attente, elles se sont retrouvées. Le lendemain, Clara et Amy retournent au commissariat pour des déclarations supplémentaires. L'inspecteur Odan les informe des progrès. Les Kessler font face à de multiples chefs d'accusation, y compris enlèvement et trafic d'êtres humains. Leur ferme est fouillée, révélant des documents falsifiés confirmant qu'ils ont acheté Amy via un réseau illégal. Rowan Pledger, en échange de sa coopération, reçoit une peine réduite, mais il passera plusieurs années en prison pour son rôle dans le réseau. L'enquête sur la mort de Maurice Pledger est rouverte, et les premiers éléments suggèrent qu'elle a été assassinée par les trafiquants, qui craignaient qu'elle ne parle après l'attention médiatique sur l'enlèvement d'elle. Brown, bien qu'innocent, choisit de vendre Miller's Tavern et de commencer une nouvelle vie ailleurs, déterminé à laisser derrière lui l'héritage toxique de sa famille. Clara et Amy passent les semaines suivantes à se redécouvrir. Clara partage des souvenirs d'Ella, ses premiers pas, ses chansons préférées, la façon dont elle riait. Amy, à son tour, raconte sa vie à la ferme, ses rêves de voyager, et sa lutte pour comprendre qui elle est. Elle contacte David, qui prend un vol pour Asheville, Amy aux larmes de revoir sa fille. Bien qu'il reste à distance, il soutient Amy dans son exploration de son passé et de son avenir. Clara aménage dans un petit appartement, avec Amy, un espace où elles peuvent reconstruire leurs liens. Amy s'inscrit à des cours d'art communautaire, canalisant ses émotions à travers la peinture, tandis que Clara reprend son travail à la bibliothèque, trouvant du réconfort dans sa routine. Ensemble, elles assistent à des séances de thérapie, confrontant la douleur de leur séparation et la complexité de leur réunion. Un an plus tard, Clara et Amy assistent au procès des Kessler, où ils sont condamnés à de longues peines de prison. La salle d'audience est silencieuse, alors qu'Amy témoigne, sa voix ferme décrivant l'isolement qu'ils lui ont imposé. Clara à ses côtés sent une paix fragile s'installer, non pas une fin, mais un commencement. De retour chez elle, Amy accroche une de ses peintures au mur, un lotus violet éclatant contre un ciel étoilé. « C'est nous », dit-elle à Clara, un sourire timide sur les lèvres. Unique, mais ensemble. Clara rit, les larmes aux yeux. Exactement. Leur voyage est loin d'être terminé. Il y aura des jours difficiles, des questions sans réponse, des blessures qui cicatrisent lentement. Mais pour la première fois en 18 ans, Clara et Amy ont l'avenir devant elles. Une toile vierge, prête à être peinte avec des souvenirs nouveaux, des rires partagés, et un amour qui, même brisé, n'a jamais disparu. Le théâtre de la vie leur a offert un second acte, un acte qu'aucune d'elles n'avait osé rêver, rempli de promesses de guérison, de compréhension, et d'un lien que même 18 ans de séparation n'a pu détruire.